Mes parents ne sont pas venus à mon mariage parce qu'ils ont dit que c'était l'anniversaire de ma sœur et qu'ils ne pouvaient pas manquer sa fête. J'ai immédiatement arrêté de subvenir à leurs besoins financiers, mais ce qui s'est passé ensuite a été une grande surprise pour tout le monde. Bonjour, merci pour votre soutien continu, cela compte beaucoup pour nous. Si vous aimez les histoires que nous partageons, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce serait formidable si vous pouviez laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans les détails de l'histoire d'aujourd'hui. Ce matin-là, l'air sentait le mensonge et la pluie, cette sorte de douceur humide qui colle à la peau et promet quelque chose de beau. Je me tenais devant le miroir fissuré de la petite loge, tirant sur les manches en dentelle de ma robe. D'occasion, mais je me l'étais approprié avec une aiguille et du fil. Mes mains tremblaient, non pas à cause de la nervosité de me marier avec Daniel, mais dans l'espoir qu'il viendrait. Maman et papa. Je leur ai envoyé un texto hier soir, une dernière supplique. S'il vous plaît, venez juste pour la cérémonie. C'est à 14 h. La fête de Sophie peut bien attendre 1 heure. Pas de réponse. Juste un silence, épais comme le brouillard qui s'installait dehors. J'avais passé des années à imaginer ce jour. Pas la robe ou les vœux, mais leur visage. Le hochement de tête bourru de papa, le sourire larmoyant de maman pendant que je remontais l'allée. Ils me devaient bien ça. J'ai été leur distributeur de billets, leur coursier, leur bouée de sauvetage depuis que j'étais assez grande pour signer un chèque. Il y a 3 ans, j'ai vidé mes économies pour couvrir l'opération du genou de papa quand il a refusé de demander une aide sociale. L'été dernier, j'ai fait des doubles services au restaurant pour que maman puisse conserver sa précieuse adhésion au club de jardinage alors que l'hypothèque menaçait. Tout ce que je demandais, c'était ce jour. 1 heure pour moi. Le lieu de réception était une grange aménagée, tout en bois patiné et guirlandes lumineuses que Daniel avait installées lui-même. Il m'a souri ce matin-là, sa cravate de travers, ses yeux noisettes brillants. « Tu es radieuse, Maya » avait-il dit, et j'avais presque failli le croire. 50 chaises étaient alignées le long de l'allée, une foule modeste, ses parents, mes collègues, quelques cousins qui n'avaient pas encore choisi leur camp. J'avais gardé 2 places au premier rang, juste à côté de l'arche où le pasteur Jen nous unirait. 2 chaises vides avec de petites cartes manuscrites, réservées pour Robert et Linda Pierce. À 13h55, j'ai jeté un coup d'œil par les portes de la grange, mon bouquet de marguerites se fanant dans ma main. Le parking en gravier était à moitié plein, les voitures brillaient sous la bruine. Aucune trace du pick-up rouillé de papa ou de la berline proprette de maman. Mon estomac s'est noué, mais je me suis dit qu'ils étaient en retard. Qu'ils arriveraient en trombe, agités, maman s'agitant avec son chapeau, papa marmonnant à propos de la circulation. Il ne manquerait pas ça. Pas après tout. L'horloge a sonné 14 h. Daniel m'a serré la main en coulisses, ses doigts calleux me stabilisant. « Prête, mon amour » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, et la guitare a commencé une douce mélodie qu'il avait choisie parce qu'elle lui rappelait notre premier rendez-vous. Je suis sorti, les portes de la grange grinçant, et 50 têtes se sont tournées. Des sourires, des applaudissements, quelques exclamations de surprise devant la robe que j'avais cousue tard dans la nuit, bien trop de nuit. J'ai forcé un sourire en retour, mes yeux cherchant ces 2 chaises. Vide. L'allée semblait interminable, chaque pas plus lourd que le précédent. Mes talons s'enfonçaient dans le bois, un bruit sourd contre la musique. Daniel se tenait sous l'arche, rayonnant, inconscient du trou qui se creusait dans ma poitrine. J'ai de nouveau balayé la salle du regard. Peut-être s'était-il glissé en retard, assis au fond? Rien. Juste des cousins qui chuchotaient, tante Claire qui s'essuyait les yeux, et ces maudites chaises vides qui me fixaient comme une gifle. À mi-chemin, mon téléphone a vibré dans la petite poche que j'avais cousue dans la robe. Stupide, je sais, mais je l'avais gardé en mode vibreur, au cas où. J'ai vacillé. Le front de Daniel s'est plissé alors que je le sortais d'une main, serrant les marguerites de l'autre. Une notification a éclairé l'écran. Sophie Pierce a publié une photo. Ma sœur. Je n'aurais pas dû regarder. Mais je l'ai fait. Elle était là, en plein rire, un cierge magique dans une main, un verre dans l'autre. Des ballons partout, roses et dorés, et le bras de maman autour d'elle, souriant comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Papa, en arrière-plan, coupant un gâteau. Le gâteau de Sophie. La légende, meilleur 25e anniversaire de tous les temps.
La famille sait faire la fête. Horodaté à 13h58. Le téléphone a glissé, tombant bruyamment sur le sol. Daniel s'est précipité pour le ramasser, mais je lui ai fait signe que non. Ma vision s'est brouillée. Il n'était pas coincé dans les embouteillages. Il n'était pas en retard. Il l'avait choisi. Encore. Toujours elle. La guitare a hésité, puis a repris, et j'ai réalisé que j'avais arrêté de marcher. Tout le monde me regardait. Le pasteur Jen, Daniel, toute la salle retenait son souffle. Je voulais crier, lancer les marguerites sur ces chaises vides et regarder les pétales se disperser. Au lieu de ça, je me suis redressé, j'ai croisé le regard de Daniel et j'ai terminé la marche. Les vœux ont été un brouillard. Je le veux, ai-je dit, ma voix stable même si mon cœur se brisait. Je le veux, de Daniel était chaleureux, solide, et pendant une seconde, j'ai pu respirer. Nous nous sommes embrassés, la foule a applaudi, et je me suis laissé aller contre lui, prétendant que c'était suffisant. Mais alors que nous nous tournions pour faire face à tout le monde, ces chaises se moquaient de moi. Vide. Réservé pour personne. La réception était plus bruyante. Des rires, des verres qui trinquent. Daniel me faisait tournoyer sur un vieux morceau de jazz. J'ai souri à travers tout ça, coupant le gâteau que nous avions préparé ensemble, esquivant les questions sur maman et papa. Ils n'ont pas pu venir, ai-je menti, encore et encore, jusqu'à ce que les mots aient un goût de cendre. Vers 20h, je me suis éclipsé dehors. La bruine s'était transformée en une pluie battante, trempant ma robe alors que je me tenais sous l'auvent de la grange. Daniel m'a trouvé là, sa veste sur mes épaules, ses bras m'attirant près de lui. Ils ne sont pas venus, ai-je murmuré, la première fois que je le disais à voix haute. Il n'a pas demandé qui. Il savait. L'anniversaire de Sophie. C'est ce qu'ils ont choisi. Il a juré à voix basse, doucement mais sèchement. Après tout ce que tu as fait pour eux, Maya. C'est. Ne le dis pas, les jeux coupés. Ne le dis pas, parce que s'il le faisait, s'il nommait à quel point c'était injuste, je m'effondrerais. Et je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Nous sommes restés là, la pluie tambourinant sur le toit, sa chaleur s'infiltrant en moi. J'ai pensé au chèque que j'avais signé, aux nuits où j'avais eu faim pour qu'il ne manque de rien. À la façon dont papa m'appelait, la responsable, comme si c'était une laisse, tandis que Sophie avait des fêtes et des louanges juste pour respirer. J'ai pensé aux excuses de maman, à ses soupirs, à son « Sophie a plus besoin de nous ». Et j'ai pensé à ces chaises. Vides comme leurs promesses. C'est fini, ai-je dit, à peine audible par-dessus la tempête. Daniel s'est reculé, scrutant mon visage. Je coupe les ponts. Plus d'argent, plus rien. Il n'a pas discuté, ne m'a pas dit d'y réfléchir. Il a juste hoché la tête, sa main se resserrant sur la mienne. Quoi que tu aies besoin, je suis là. La pluie continuait de tomber, emportant l'odeur de lys, l'espoir de la journée. À l'intérieur, la fête battait son plein, mais ici, quelque chose avait changé. Je n'étais plus leur fille. Pas celle qui arrangeait tout, qui payait pour leur vie. J'étais juste Maya. Et pour la première fois, cela semblait suffisant pour commencer. Le premier appel est arrivé 3 jours après le mariage, alors que Daniel et moi étions affalés sur le canapé de notre appartement exigu, des cartons à moitié déballés empilés autour de nous comme une forteresse. J'avais mis mon téléphone en silencieux depuis la réception, esquivant le flot de SMS de parents curieux demandant « Où étaient tes parents ?» L'écran s'est allumé. Papa. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé une pierre. Daniel a jeté un coup d'œil, son bras toujours autour de moi, et a marmonné « Tu n'es pas obligé de répondre. » Mais je l'ai fait. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore de papa m'apprenant à faire du vélo, ses grandes mains stabilisant le cadre bancal, voulait croire qu'il appellerait pour s'excuser. Pour dire qu'il avait tout gâché, que le caprice pailleté de Sophie ne valait pas d'avoir manqué mes vœux. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran, les presser contre mon oreille et je me suis préparé. Maya Pierce. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Sa voix a retenti, rauque et furieuse, comme si j'avais cabossé son camion au lieu d'arrêter un virement bancaire. Pas de « bonjour », pas de « comment va la vie de mariée ?» Directement à l'attaque. Je me suis redressé, les ressorts du canapé grinçant sous moi. Contente de t'entendre aussi, papa. Comment était la fête de Sophie?
Ne me réponds pas sur ce ton, ma petite. Ta mère pleure depuis ce matin parce que tu as annulé le paiement automatique de l'hypothèque. Tu essaies de nous mettre à la rue? L'hypothèque, bien sûr. Pas le mariage, pas les chaises vides, pas la façon dont j'étais resté là, tenant des marguerites et un cœur brisé. J'ai ri, un son sec et amer. Rien à voir avec le son que j'avais fait en coupant le gâteau avec Daniel. Je ne paie plus pour votre maison. Ni pour vos factures, ni pour rien. Je t'ai dit que c'était fini. Fini? Il a aboyé un rire plus fort que le mien, plus méchant. On n'en a pas fini avec sa famille, Maya. On t'a élevé, nourri, on t'a mis un toit sur la tête. Et j'ai remboursé ça 10 fois, ma voix s'est brisée, plus fort que je ne le voulais. La main de Daniel a trouvé mon genou, me ramenant à la réalité. Je suis votre compte en banque depuis que j'ai 22 ans, papa. J'ai renoncé à l'université pour que vous ne perdiez pas la maison. J'ai fait des doubles services pendant que Sophie faisait la fête à travers 3 filières qu'elle n'a jamais terminées. Et vous n'avez même pas pu venir à mon mariage parce que son anniversaire était plus important. Silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait raccroché. Mais ensuite, j'ai entendu sa respiration, lourde et saccadée. Ce n'est pas juste, a-t-il dit finalement, plus bas, mais avec une pointe de venin. Sophie est sensible. Elle avait besoin de nous. Tu es forte, Maya. Tu l'as toujours été. On s'est dit que tu comprendrais. Comprendre. Le mot m'a frappé comme une gifle, brûlante et cuisante. Je me suis levé, arpentant le petit salon, esquivant un carton étiqueté « Cuisine » avec l'écriture désordonnée de Daniel. Je ne suis pas une machine, papa. J'avais besoin de vous aussi. Un jour. Une heure. Et vous avez choisi son gâteau plutôt que mes vœux. Tu déformes la situation, a-t-il lâché. On n'a rien choisi. C'était un mauvais timing, c'est tout. Tu fais une montagne d'un mauvais timing. J'ai arrêté de marcher, ma main libre se crispant en un point. Vous le saviez depuis des mois. Je vous ai supplié de venir. Vous n'avez même pas appelé pour dire que vous ne viendriez pas. Il a soufflé, comme si j'étais la personne déraisonnable. On n'est pas parfait, d'accord? Mais ça, nous couper les vivres, c'est méchant. Ingrat. Après tout ce qu'on a fait. Fait pour moi, les jeux interrompus, ma voix montant à nouveau. Qu'avez-vous fait pour moi dernièrement, papa? Dis-moi. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais au lieu de combien je pouvais envoyer? Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais l'imaginer dans leur cuisine en désordre, ses sourcils épais froncés, cette expression têtue sur la mâchoire dont j'avais hérité. Écoute-moi bien, a-t-il dit, lentement, délibérément. Tu as une chance de réparer ça. Remets l'argent, excuse-toi auprès de ta mère, et on oubliera ces bêtises. Si tu ne le fais pas, tu es dehors. Plus de famille, plus d'héritage, rien. Je te rayerai de ma vie comme si tu n'avais jamais existé. La menace est tombée lourdement, comme une brique à travers une vitre. Mon souffle s'est coupé. Daniel se tenait près de moi, ses yeux sombres d'inquiétude. Je voulais crier, pleurer, dire à papa qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais il le pouvait. Il avait toujours été le roi des ultimatums, maniant la culpabilité comme un sceptre. J'ai dégluti difficilement, goûtant le sel et la fureur. Alors fais-le, ai-je dit, plus bas maintenant, stable. Réunis-moi. Je n'ai pas besoin de votre maison ou de votre nom s'ils viennent avec des conditions. Tu ne le penses pas, a-t-il grondé. Tu regretteras ça, Maya. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Au revoir, papa. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, mon pouce tremblant alors que j'appuyais sur le bouton. Le téléphone a vibré à nouveau instantanément. Lui, rappelant. Mais je l'ai jeté sur le canapé, le laissant vibrer jusqu'au silence. Daniel m'a attiré contre lui, sa chemise sentant légèrement la sueur et la pluie de notre nuit de noces. Ça va, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Non, ai-je admis, mon visage pressé contre sa poitrine. Mais ça ira. Cette nuit-là, les textos ont commencé. Maman d'abord. Comment as-tu pu nous faire ça, Maya? Ton père est hors de lui. Nous sommes ta famille. Aucune mention du mariage, pas de « désolé », juste plus de culpabilité.
Sa spécialité. Puis Sophie. Un mémo vocal, parce qu'elle ne pouvait pas se donner la peine de taper. Waouh, Maya, super classe. Piquer une crise pour une fête. Grandis un peu. Maman et papa sont au plus mal à cause de toi. Sa voix dégoulinait de cette suffisance qu'elle avait perfectionnée à 16 ans. Le bébé qui n'avait jamais eu à mériter quoi que ce soit. Je l'ai supprimé sans répondre, mais les mots me rongeaient. Piquer une crise pour une fête. Comme si ce n'était rien. Comme si je n'avais pas passé des années à les soutenir pendant qu'elles dansaient à travers la vie à mes frais. Je suis resté éveillé, le ronflement doux de Daniel à côté de moi, ressassant la menace de papa. Je te rayerai de ma vie comme si tu n'avais jamais existé. Ça faisait mal. Mon Dieu, ça faisait mal. Mais ça a aussi allumé quelque chose en moi, une étincelle que je n'avais pas ressentie auparavant. S'ils pouvaient m'effacer si facilement, peut-être que je pouvais les effacer aussi. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous notre porte. Pas de timbre, juste mon nom dans l'écriture carrée de papa. Je l'ai ouverte avec Daniel devant un café, la cuisine encore un chaos de carton. À l'intérieur, un paragraphe tapé sur leur vieille imprimante, à compter de ce jour, Maya Jane Pierce n'est plus notre fille. Elle a choisi l'égoïsme plutôt que la famille. Tous les liens sont rompus. Robert et Linda Pierce. Je l'ai fixé, le papier tremblant dans mes mains. Daniel a juré assez fort pour faire aboyer le chien du voisin. Ils sont fous, a-t-il dit, arrachant la lettre pour la relire. Ils ne peuvent pas être sérieux. Si, ils le sont, ai-je murmuré. Et ils l'étaient. Je le savais au plus profond de moi. Leur fierté était plus grande que leur amour. J'ai plié la lettre, l'ai rangée dans un tiroir que je n'ouvrirai plus jamais, et j'ai croisé le regard de Daniel. C'est fini. Il m'a serré dans ses bras, farouche et protecteur. Mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. L'étincelle grandissait, réchauffant la douleur froide dans ma poitrine. Il m'avait renié, certes. Mais je les avais reniés en premier. Dans ma tête, dans mon cœur, à la seconde où j'avais raccroché ce téléphone. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Peut-être. Ou du moins, en chemin. Le premier matin où je me suis réveillé sans le poids de leurs factures sur mes épaules, je ne savais pas quoi faire de moi-même. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de notre appartement, attrapant des grains de poussière au-dessus de la table basse, et je suis resté assise là, ma tasse à la main, à regarder la vapeur s'enrouler comme si elle détenait des réponses. Daniel était déjà parti, à son travail de menuiserie, me laissant avec le silence et un compte en banque qui, pour une fois, ne se vidait pas. J'avais passé si longtemps à canaliser chaque dollar de côté vers maman et papa hypothèque, service public, les urgences sans fin de Sophie que la liberté ressemblait à un inconnu qui squattait mon canapé. Inhabituel, inconfortable, mais mienne. J'ai commencé petit. J'ai pris les 200 $ que je leur aurais virés cette semaine-là et j'ai acheté un mixeur d'occasion à la place. Un truc rouge cerise cabossé d'une friperie, son moteur grognant comme une tondeuse à gazon. La pâtisserie avait toujours été mon refuge, à l'époque où je pétrissais de la pâte à 3 heures du matin après mes services au restaurant, l'odeur de levure noyant les leçons de papa sur le devoir. Maman se moquait de ça. Un passe-temps n'est pas un gagne-pain, Maya. Mais avec sa voix hors de ma tête, je me suis permis de rêver. Et si ça pouvait l'être? Et si je pouvais construire quelque chose juste pour moi? Ce printemps-là, j'ai transformé notre cuisine en champ de bataille. La farine recouvrait chaque surface, le beurre tachait mes jeans, et le four tournait si fort qu'il faisait transpirer les fenêtres. J'ai testé des recettes. Du pain au levain qui craquait juste comme il faut, des brioches à la cannelle dégoulinante de sucre brun, des tartelettes au citron assez acidulées pour vous réveiller. Daniel a servi de cobaye, souriant à travers des doigts collants, son « bébé, c'est de l'or » m'encourageant. En mai, j'avais assez économisé avec mes pourboires du restaurant pour louer un stand au marché fermier. Mes mignardises, je l'ai appelé, griffonnant le nom sur une ardoise avec des mains qui tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de vivant, de vorace. Le marché était un chaos, des enfants poursuivant des ballons, des chiens reniflant ma table, l'air épais de café et de maïs soufflé. Mon premier jour, j'ai tout vendu en 3 heures. Une femme avec une tresse grise a acheté 6 cônes, a dit qu'il lui rappelait ceux de sa grand-mère, et j'ai failli pleurer là, derrière la caisse. Des inconnus m'ont souri, m'ont tendu des billets froissés,
m'ont demandé quand je reviendrais. Pas de culpabilisation, pas de « tu nous dois », juste des gens qui aimaient ce que je faisais. C'était petit, mais c'était à moi. Et ça a grandi, semaine après semaine, miche après miche. La famille de Daniel m'a accueilli à bras ouverts, comme si j'avais toujours été là. Sa mère, Hélène, une femme nerveuse avec des mains de potière, est arrivée au marché avec une pile de serviettes en Vichy qu'elle avait cousues pour mon étalage. « Tu as un don, Maya ?» a-t-elle dit, sa voix chaleureuse, sans condition. Son père, Tom, m'a construit un stand en bois pour le stand, le ponçant jusqu'à ce qu'il soit lisse tout en plaisantant sur la cravate de travers de Daniel au mariage. Il me demandait comment s'était passée ma journée, quels étaient mes projets, pas l'état de mon portefeuille. À leur dîner du dimanche, le rôti fumant, les rires rebondissant sur les murs, je me suis senti vu d'une manière que maman et papa n'avaient jamais pris la peine de me voir. Ça a recousu certains des trous qu'ils avaient laissés. Mais les bords s'effilochaient encore. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles directement, pas après la lettre. Silence radio, comme si j'avais disparu de leur orbite. Mais les rumeurs allaient bon train. Tante Claire, la sœur de maman, a appelé en juin, sa voix tendue avec ce ton indiscret que je connaissais trop bien. Tes parents ont des difficultés, Maya. Sophie a été un vrai problème et les factures s'accumulent. Ils ne le diront pas, mais tu leur manques. Je les remerciais, j'ai raccroché, et je n'ai pas rappelé. Je leur manquais? Mon argent leur manquait. S'il m'avait manqué, il serait venu quand ça comptait. Puis la lettre est arrivée. Fin août, une nuit humide où les cigales criaient dehors. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres, l'écriture en boucle de maman sur l'enveloppe. Maya agit, pas d'adresse de retour, comme si elle ne voulait pas que je la renvoie. J'ai failli la déchirer sur le champ, mais la curiosité, ou le masochisme, l'a emportée. À l'intérieur, 2 pages de son écriture suppliante. Ton père est trop fier pour le dire, mais nous souffrons. Les paiements de la maison sont en retard, et Sophie a emménagé avec un garçon qui ne vaut rien. Nous ne voulions pas te faire de mal, ma chérie. La famille reste unie. S'il te plaît, appelle. Je l'ai lu 2 fois, les mots se brouillant alors que mon pouls battait dans mes oreilles. Pas de « désolé », pas de « nous avons eu tort », juste la même vieille chanson. Leurs besoins. Mon travail de réparer. Je l'ai froissé, j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai allumé la cuisinière à gaz. Le papier a pris feu rapidement, des flammes oranges léchant les bords. Les manœuvres de culpabilisation de maman se réduisant en cendres. Je l'ai laissé tomber dans l'évier, les regarder se consumer, et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ils n'avaient pas le droit de me ramener. Pas maintenant. Pendant ce temps, leur monde se fissurait. Je pouvais le sentir à travers les murmures. Un cousin a posté sur Facebook que Sophie avait démoli le camion de papa, puis s'était enfui pour squatter avec un gars tatoué dans un groupe. Un autre parent a mentionné que maman vendait ses trophées du club de jardinage dans un vide-grenier, le visage pincé par la honte. Papa, j'ai entendu dire, évitez les appels de la banque, son humeur plus massacrante que jamais. Je n'ai pas cherché de détails, je n'en avais pas besoin. Ils avaient construit leur vie sur moi, et sans mon échafaudage, tout le bazar basculait. À l'automne, mes mignardises avaient trouvé son rythme. J'ai quitté le restaurant, loué une petite boutique avec de la peinture écaillée et un four décent, et accroché une enseigne que Daniel avait sculptée lui-même. Le jour de l'ouverture, Hélène a apporté des fleurs, Tom a réparé un évier qui fuyait, et une file d'attente serpentait devant la porte. Des locaux, des habitués du marché, même le pasteur Jen du mariage. J'ai cuit jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, l'air doux de sucre et de possibilités. Cette nuit-là, Daniel et moi nous sommes effondrés sur le canapé, de la farine dans mes cheveux, sa main traçant des cercles paresseux sur mon dos. Tu y arrives, a-t-il dit, la voix basse, fière. Ton truc. Pas le leur. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour parler. Mais la vérité s'est ancrée profondément. C'était ma fondation. Brique par brique, patte par patte. Pas d'ultimatum, pas de chaise vide. Juste moi, debout sur un sol que j'avais revendiqué. Pourtant, tard dans la nuit, quand le four refroidissait et que le monde se taisait, je me surprenais à me demander, maman a-t-elle pleuré en écrivant cette lettre? La main de papa a-t-elle tremblé en me signant hors de leur vie? La question piquait, mais je ne la poursuivais pas. J'avais passé trop de temps à les poursuivre.
Maintenant, j'avais mon propre chemin rude, inexploré, mais le mien. Et alors que l'année tournait, j'ai commencé à croire qu'il pourrait me soutenir. 3 ans après avoir brûlé la lettre de maman, je me tenais à l'entrée de « Mes mignardises », la vraie. Pas la petite boutique de départ avec l'évier qui fuyait. Cet endroit était à moi, acheté avec chaque scone vendu, chaque fournée de fin de soirée perfectionnée. La façade en briques brillait chaleureusement sous le soleil d'octobre, les fenêtres encadrées de jardinières qu'Hélène avait plantées de soucis. À l'intérieur, l'air bourdonnait de café et de cannelle, le comptoir scintillant sous les suspensions que Daniel avait installées lui-même. Une ardoise s'étendait sur un mur, mon écriture listant les spécialités, pain d'épices à la citrouille, tartelette érable pécan, pain au levain qui a du mordant. Les clients se pressaient, des locaux en flanelle, une maman jonglant avec un bambin, un vieil homme qui venait tous les mardis pour mon pain de seigle. Mon pain de seigle. J'avais réussi. Pas seulement à joindre les deux bouts, mais à prospérer. Le mois dernier, le journal local avait publié un article, du passe-temps au point chaud, l'ascension de Maya Pierce. Il m'avait photographié en plein rire, le tablier saupoudré de farine, le bras de Daniel autour de moi. La journaliste m'a demandé comment j'avais commencé, et j'ai esquivé la vilaine vérité, mes parents ont zappé mon mariage, alors j'ai zappé leur facture, avec un vague, j'avais besoin de changement. Elle n'a pas insisté, a juste griffonné des notes sur mon charme rustique et ma ténacité de petite ville. L'article me présentait comme une sorte d'outsider courageuse, ce qui n'était pas faux, mais il omettait la partie où je m'étais sorti d'un trou qu'ils avaient creusé. Ce matin-là, j'étais derrière le comptoir, emballant une douzaine de brioches pour Madame Grady quand la cloche a tinté et que tante Claire est entrée. Ses boucles grises étaient plus serrées que dans mon souvenir, son sac à main serré comme un bouclier. Elle n'avait pas appelé depuis cette conversation culpabilisante il y a 3 ans, et je n'avais pas cherché à la contacter non plus. Le sang ne signifie pas obligation. Plus maintenant. Maya, dit-elle, la voix sèche, ses yeux parcourant la boutique comme si elle en estimait le prix. Tu as bien réussi. Merci. J'ai glissé la boîte à Madame Grady, lui ai fait un signe de tête pour la saluer, puis je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Un café? Non, je ne reste pas, elle s'est approchée, baissant la voix. Je viens de voir ta mère. Ils sont dans une mauvaise passe. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Je me suis figé, mes doigts collants se crispant sur mes paumes. Une mauvaise passe pouvait signifier n'importe quoi avec eux. Fauché, malade, dramatique. Je n'ai pas demandé. Je ne voulais pas. Mais Claire a continué, sans y être invitée. Sophie est partie avec un musicien, les a laissés sans rien. La maison est à 1 mois de la saisie. Ton père boit à nouveau, pire qu'avant. Linda est une épave, elle vend la moitié de leurs affaires. Ils ne le diront pas, mais ils ont besoin de toi. Besoin de moi. Les mots ont atterri comme un coup de poing. Vieux et familier. Je les regardais, le bourdonnement de la boutique s'estompant en un rugissement sourd dans mes oreilles. Ils avaient besoin de moi il y a 4 ans, Claire. Ils ne sont pas venus. Ses lèvres se sont pincées. C'est ta famille, Maya. Les erreurs n'effacent pas ça. Des erreurs? J'ai ri, assez fort pour faire tourner les têtes à la table la plus proche. Ils m'ont renié. M'ont jeté comme un déchet. Je ne suis plus leur filet de sécurité. Elle a soupiré, ce son lourd de martyr que maman utilisait. Je leur ai dit que tu dirais ça. Pense Y. Elle est partie sans un autre mot, la cloche claquant derrière elle. Je n'y ai pas pensé. Pas comme elle l'entendait. Mais ça a remué quelque chose, un souvenir que je n'avais pas touché depuis des années. J'avais 9 ans, les cheveux en couette de travers, debout dans notre jardin avec une carte en papier de construction sur laquelle j'avais passé des heures. Ma première récompense de l'école, pour un concours d'orthographe stupide. J'avais couru à la maison pour leur montrer, éclatant de fierté. Papa faisait un barbecue, maman s'affairait autour d'une table pour le 5e anniversaire de Sophie. Des serpentins, un gâteau avec des roses roses, la totale. Je leur ai tendu la carte, rayonnante. Regardez ce que j'ai eu. Papa a à peine jeté un coup d'œil. C'est bien, Maya. Aide ta sœur avec la pinata. Maman a souri, distraite. Mets-la sur le frigo plus tard, ma chérie. Puis elle s'est retournée vers les rires de Sophie. Le « plus tard » n'est jamais venu.
La carte a fini froissée sous un carton de jus, oublié. Sophie a eu une fête. J'ai eu un haussement d'épaule. C'était toujours comme ça. Son projecteur, mon ombre. Je m'en suis débarrassé, pétrissant la pâte plus fort que nécessaire, le rythme me stabilisant. Il m'avait mise de côté depuis que je savais marcher, et je les avais laissés faire. Jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Maintenant, leur désordre n'était pas mon fardeau. J'avais ma propre vie. Une que j'avais construite avec de la sueur, du sucre et des gens qui restaient. Daniel a remarqué mon humeur ce soir-là. Nous étions dans notre nouvelle maison, une ruine à rénover que nous avions achetée 6 mois plus tôt, pleine de planchers qui craquent et de potentiel. Il ponçait une étagère dans le salon, la sueur accrochée à son jean, pendant que je remuais la soupe sur la cuisinière. « Tu es silencieuse » a-t-il dit, s'essuyant les mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» Claire est passée. J'ai continué à remuer, la louche grattant la casserole. Elle a dit que maman et papa s'effondrent. Sophie est partie, la maison est fichue. Le même vieil appel à l'aide. Il a posé le papier de verre, s'est approché de moi. Tu ne vas pas y retourner, n'est-ce pas? Non. J'ai croisé son regard, ferme. Ils ont fait leur lit. Ce n'est pas à moi de les border. Il a hoché la tête, un soulagement fugace dans son regard. Puis il m'a serré dans une étreinte qui sentait le bois et lui. Tu nous as, maintenant. Nous. Lui. Hélène, Tom. L'équipe de la boulangerie que j'avais embauchée. Jess avec ses tatouages, Miguel qui brûlait une fournée sur 3 mais charmait chaque client. Mon orbite s'était élargie, et elle ne les incluait pas. Pourtant, les mots de Claire me rongeaient. Saisie, alcool. J'ai imaginé les yeux injectés de sang de papa, les mains tremblantes de maman, et j'ai ressenti une douleur. Pas de la culpabilité. Mais quelque chose de plus doux, de plus triste. Le fantôme de l'enfant qui avait voulu leur fierté. Le fossé a continué de se creuser. Au printemps, mes mignardises avaient un deuxième emplacement, un pop-up dans la ville voisine. J'étais debout 16 heures par jour certains jours, mais la douleur était la bonne, celle qui construit quelque chose. Hélène a organisé une fête pour mon 34e anniversaire. Lasagne, trop de vin, un gâteau qu'elle avait préparé en utilisant ma recette, souriant en allumant les bougies. C'est toi qui m'as appris celle-là, ma petite, a-t-elle dit, et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pas de chaise vide, pas d'ultimatum. Juste de l'amour, désordonné et réel. Les rumeurs continuaient de filtrer. Le petit ami de Sophie l'avait larguée, elle était revenue s'écraser à la maison, puis était repartie après une dispute explosive. Papa avait mis ses outils au clou. Le jardin de maman se flétrissait. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas vérifié. Mais tard dans la nuit, en étalant la pâte sous l'unique ampoule de la cuisine, je me demandais jusqu'où ils tomberaient avant de se souvenir de moi. Pas comme leur fille, mais comme celle qu'ils avaient perdue. Celle qui avait arrêté de les rattraper. On a frappé un jeudi soir de novembre, 4 ans après le mariage. J'étais dans la cuisine de notre maison en rénovation, les poignets plongés dans une fournée de pain d'épices, la maison chaude de clous de girofle et de mélasse. Daniel était dehors, bricolant un abri de jardin qu'il jurait de finir avant Noël, bien que nous sachions tous les deux que c'était faux. La radio diffusait un vieux morceau de jazz, et je fredonnais, perdu dans le rythme du pétrissage, quand le son m'a surprise. 3 coups secs, insistants, comme quelqu'un qui l'avait répété. Je me suis essuyé les mains sur une serviette, la farine tachant l'ourlet de mon pull, et j'ai marché jusqu'à la porte. La lumière du porche était éteinte, cette maudite ampoule n'arrêtait pas de griller, alors j'ai plissé les yeux à travers le Judas. 2 ombres, voûtées et familières, se tenaient là. La plus grande se balançait d'un pied sur l'autre, comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Mon cœur a cogné, un battement lourd et malade. Je connaissais ces silhouettes. Les larges épaules de papa, affaissées maintenant. Le tic nerveux de maman, serrant son sac à main. 4 ans de silence, et les voilà. Des fantômes non invités sur mon seuil. J'ai ouvert la porte lentement, la charnière grinçant comme un avertissement. L'air froid s'est engouffré, piquant sur ma peau. Et ils étaient là, Robert et Linda Pierce, l'air d'avoir été mâchés et recrachés par le temps. Les cheveux de papa étaient plus fins, des mèches grises striant ce qui restait, sa flanelle tachée et effilochée au poignet. Le visage de maman était émacié,
ses yeux injectés de sang sous un bonnet en tricot tiré bas. Ils n'ont pas parlé au début. Ils m'ont juste regardé, comme si des cornes m'avaient poussé depuis la dernière fois. Je ne les ai pas invités à entrer. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés mariner dans le silence que j'avais appris à manier. Maya, a finalement murmuré maman, sa voix se brisant comme de la glace fine. On peut parler. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le cadre. Vous êtes là. Parlez. Papa s'est raclé la gorge, un son rauque et pâteux. Ne faisons pas ça sur le porche, hein? Il gèle. C'est mon Porsche, ai-je dit platement. Vous avez 5 minutes. La lèvre de maman a tremblé, mais la mâchoire de papa s'est crispée, cette vieille lueur têtue brillant dans ses yeux. Très bien, a-t-il marmonné. Puis, plus doucement, on a des problèmes, Maya. De gros problèmes. On a besoin de ton aide. Je n'ai pas scié, je n'ai pas bronché. Quel genre de problème? Maman s'est lancée, les mots se bousculant. La maison, la vie de saisie est arrivée la semaine dernière. On est en retard, très en retard. Sophie, elle a pris ce qu'il nous restait, s'est enfuie avec ce garçon encore. Le genou de ton père est pire, il ne peut pas travailler, et moi. Elle s'est étranglée, les larmes coulant maintenant. On n'a nulle part où aller, ma chérie. On te supplie. Supplier. Le mot flottait là, lourd comme la pâte sur mon comptoir. Je les ai étudiés. Le dos voûté de papa, la prise désespérée de maman sur son sac, et j'ai senti quelque chose se tordre dans mon ventre. Pas de la pitié, pas encore. Juste un souvenir, vif et non sollicité. Toutes ces années où je les avais suppliés, silencieusement, avec des chèques et des appels tardifs, de me voir, de se soucier de moi. Et maintenant, les voilà. Les rôles inversés, les mains tendues. Pourquoi moi, ai-je demandé, la voix stable malgré la tempête à l'intérieur. Vous avez Sophie. Votre fille en or. Papa a reniflé, amer. Sophie est partie. Elle est partie après nous avoir vidés. La voiture, les économies, tout. Elle ne reviendra pas. Elle ne le fait jamais. A ajouté maman, doucement, comme si c'était douloureux à admettre. On a eu tort, Maya. Sur beaucoup de choses. Tort depuis des années. Et trop tard. C'est tout ce qu'ils avaient? Je suis sorti sur le porche, fermant la porte derrière moi, le froid mordant à travers mes chaussettes. Tort sur quoi, exactement? Éplez-le. Maman a tressailli, mais papa a croisé mon regard, ses yeux durs malgré le tremblement de ses mains. On aurait dû être là. Au mariage. On ne pensait pas. Je ne pensais pas que ça t'avait autant touché. Sophie était une épave cette semaine-là, pleurant sur ses 25 ans, et on a juste choisi elle, ai-je terminé, sèchement. Comme toujours. Vous n'avez même pas appelé, papa. Pas de texto, pas de désolé. Vous avez choisi son gâteau plutôt que ma journée. Puis vous m'avez renié quand je n'ai plus voulu payer pour ça. Il a détourné le regard, la mâchoire travaillant comme s'il mâchait du gravier. J'étais en colère, a-t-il grogné. Tu nous as coupé les vivres, Maya. Après tout ce que nous. Tout ce que j'ai fait, ai-je lâché, m'approchant, mon souffle formant de la buée dans le froid. J'ai payé votre hypothèque, vos factures de médecin, les caprices stupides de Sophie. J'ai renoncé à mes rêves d'université, à ma propre vie, pour vous maintenir à flot, et vous n'avez pas pu me donner une heure. Vous m'avez renié. Vos mots, pas les miens. Maman a sangloté, un son humide et désordonné. On a eu tort, ma chérie. Tellement tort. Tu nous manques. Tu nous as manqué chaque jour. S'il te plaît, nous sommes une famille. Une famille? J'ai ri, froid et saccadé. Une famille ne t'abandonne pas à l'hôtel. Une famille ne menace pas de t'effacer pour de l'argent. Où était la famille quand j'avais besoin de vous? Le visage de papa s'est effondré, juste une seconde, avant qu'il ne le masque d'un froncement de sourcils. On est là maintenant. Ça ne compte pas? On ravale notre fierté, on demande de l'aide. Tu as bien réussi. Tu ne peux pas nous donner un petit quelque chose? Un petit quelque chose. Comme si j'étais à nouveau un distributeur automatique. Pas leur fille.
J'ai pensé à la boulangerie, à la maison que Daniel et moi avions bâtie, à la vie que j'avais construite sans eux. J'ai pensé à ces chaises vides, à la photo de Sophie avec son cierge magique, à la lettre qu'ils avaient tapée pour me rayer de leur vie. Et je l'ai senti. La colère, oui. Mais en dessous, un creux fatigué. Non, ai-je dit, doucement mais fermement. Je ne peux pas. Vous n'avez pas le droit de débarquer maintenant, après 4 ans de rien, et de me demander de réparer votre désordre. Vous avez fait vos choix. Maman a tendu la main vers moi, sa main tremblante. Maya, s'il te plaît, ne. Je me suis reculé, hors de portée. Où est Sophie maintenant? Pourquoi n'est-elle pas là à supplier avec vous? Elle ne nous parle pas, a admis papa, la voix basse. On n'a pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Alors elle s'est tirée, et je suis votre plan B, j'ai secoué la tête, la douleur se durcissant en résolution. Vous ne m'avez pas manqué. Mon compte en banque vous a manqué. Je ne le suis plus. Les genoux de maman ont fléchi et papa l'a rattrapé, son regard me transperçant dans l'obscurité. Tu es froide, Maya. Plus froide que je n'aurais jamais cru. Peut-être, ai-je dit, croisant son regard. Ou peut-être que j'ai juste appris de vous. Le jazz flottait faiblement de la porte, une bouée de sauvetage vers la chaleur à l'intérieur. Je me suis tourné, la main sur la poignée, et je me suis arrêté. Pourquoi avez-vous vraiment manqué le mariage? Dites-moi la vérité. Maman a octé, s'accrochant à papa. Sophie a menacé de nous quitter. A dit qu'elle ne nous parlerait plus jamais si nous ne restions pas. On avait peur. Peur de la perdre, elle. Pas moi. La vérité piquait, mais elle correspondait. J'ai hoché la tête une fois et j'ai ouvert la porte. Bonne chance, ai-je dit, sans me retourner. Vous en aurez besoin. Ils ne m'ont pas rappelé. N'ont pas frappé à nouveau. J'ai fermé la porte, les verrouillé, et je suis resté là, l'odeur de pain d'épices m'enveloppant comme un bouclier. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. Ils étaient venus supplier, et je les avais renvoyés. Le fossé était devenu un gouffre, et j'avais choisi de rester de mon côté. Le cliquetis de la porte se fermant derrière moi était un son doux qui semblait final, comme un livre qui se referme brusquement après la dernière page. Je suis resté là, le dos pressé contre le bois, la chaleur du pain d'épices contrastant avec le froid qui s'infiltrait à travers mon pull depuis le porche. Les sanglots de maman résonnaient faiblement dehors, saccadés et désespérés, ponctués par le grognement sourd de papa, probablement en train de me maudire, la nuit, le désordre qu'ils avaient créé. Ma main tremblait, la farine encore incrustée sous mes ongles, et pendant une seconde, j'ai cru qu'ils allaient frapper à nouveau. Une partie de moi, l'ancienne partie, l'enfant qui courait vers eux avec des cartes de concours d'orthographe, le voulait. Voulait qu'ils se battent pour moi, pas pour mon argent. Puis le poing de papa a heurté la porte, 3 coups sourds qui ont fait vibrer le cadre. Maya, a-t-il beuglé, la voix pâteuse d'alcool et de fureur. Ouvre cette maudite porte. On est tes parents. Tu n'as pas le droit de nous tourner le dos. J'ai tressailli, l'instinct me faisant reculer, mais je n'ai pas tourné la poignée. Ces mots me rongeaient, des hameçons familiers essayant de me ramener. Je pouvais l'imaginer dehors, le visage rouge, les poings serrés comme il l'était quand j'osais lui répondre adolescente. Les pleurs de maman ont redoublé, un gémissement aigu. Robert, arrête, s'il te plaît. Et je l'ai entendu le tirer, ses supplications se dissolvant en hoquets. Ma poitrine s'est serrée, un nœud de colère et de quelque chose de plus doux, quelque chose qui faisait trop mal pour être nommé. Les 5 minutes sont écoulées, ai-je crié à travers le bois, ma voix plus stable que je ne le pensais. Rentrez chez vous. Chez nous? Papa a ri, un son amer et strident. On n'en a plus, grâce à toi. Tu te crois meilleur que nous maintenant, hein? La grande dame avec ta boulangerie et ton mari? Trop bien pour ton propre sang? Je me suis laissé glisser le long de la porte, les genoux contre ma poitrine, le sol froid contre mes chaussettes. Ces mots piquaient, mais ils ne collaient pas. Pas comme avant. Je ne suis pas meilleur, ai-je dit, assez fort pour être entendu. J'en ai juste fini. Vous avez eu votre chance. Il y a 4 ans. Vous avez choisi Sophie. Vous vous êtes choisi vous-même. Pas moi. Silence, lourd et saccadé. Puis maman, plus proche maintenant, sa voix étouffée comme si elle avait pressé son visage contre la fente.
On est désolé, Maya. Mon Dieu, on est tellement désolé. On ne savait pas que ça en arriverait là. S'il te plaît, juste un peu d'aide. On te remboursera, je le jure. Me rembourser. J'ai presque ri, le son se coinçant dans ma gorge comme un sanglot. Avec quoi? L'argent volé par Sophie? Les outils de papa au clos? J'ai pensé au chèque que j'avais signé, aux nuits où je m'étais privé pour qu'ils aient plus. J'avais assez payé. Vous ne pouvez pas, ai-je dit, doucement mais fermement. Vous ne l'avez jamais pu. Papa a frappé à nouveau, un coup sec qui m'a fait sursauter. Tu es sans cœur, ma fille. On t'a élevé, et c'est ce qu'on obtient. Jeté comme des ordures. Sans cœur. Le mot a fait sauter quelque chose en moi, et je me suis relevé d'un bond, ouvrant la porte si vite que papa a reculé en trébuchant, maman suffoquant à côté de lui. La lumière du Porsche s'est allumée où Daniel devait l'avoir réparée et leur visage brillait durement dans la lueur jaune. Vous voulez parler d'être sans cœur? Vous m'avez abandonné à mon mariage. Vous avez choisi le caprice de Sophie plutôt que mes vœux. Vous m'avez renié parce que je ne voulais plus financer vos vies. Et maintenant vous êtes là, à supplier, parce qu'elle est partie et qu'il ne vous reste rien. C'est ça, être sans cœur, papa. C'est vous. Il est resté bouche bée, sans répartie, pour une fois. Maman s'est agrippée à son bras, des larmes striant ses joues, son bonnet en tricot glissant pour révéler des racines grises. On ne le pensait pas, a-t-elle murmuré. La lettre, le mariage, on a eu tort. On le voit maintenant. Maintenant, ai-je répété, sortant sur le porche, le froid mordant mes bras nus. Maintenant que vous êtes fauché et seul? Où étaient les excuses quand je vous ai appelé en pleurant après la réception? Où étaient-elles quand vous avez signé ce papier pour me rayer de votre vie? Vous n'avez pas le droit de réécrire l'histoire parce que vous avez peur. Les épaules de papa se sont affaissées, le combat le quittant. Il avait l'air vieux. Plus vieux que 62 ans. Plus vieux que je ne l'avais jamais vu. On a merdé, a-t-il marmonné, les yeux sur les planches déformées sous ses bottes. J'ai merdé. Je pensais que tu serais toujours là. Tu étais la forte. La forte. Combien de fois avait-il dit ça? Comme si c'était une médaille et non une chaîne. J'ai secoué la tête, le vent tirant sur mes cheveux. Je l'étais. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. Vous avez oublié que je suis une personne, pas un pansement. J'ai ma propre vie maintenant. Une vie dans laquelle vous n'avez pas votre place. Maman a de nouveau tendu la main vers moi, ses doigts effleurant ma manche avant que je ne me retire. Ne fais pas ça, Maya. On est une famille. On peut tout recommencer. Non, les jeux coupés, sèchement, définitivement. Vous m'avez oublié quand ça comptait. Maintenant, oubliez que j'existe. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez écrit. Sa main est retombée, et elle s'est effondrée contre papa, sanglotant dans sa poitrine. Il a passé un bras autour d'elle, me fusillant du regard par-dessus sa silhouette tremblante. Tu regretteras ça, a-t-il dit, bas et rauque. Quand on ne sera plus là, tu regretteras de ne pas avoir aidé. Peut-être? Ai-je dit, croisant son regard. Mais je regrette plus de vous avoir laissé m'utiliser pendant des années. Au revoir. Je me suis retourné, suis entré et j'ai fermé la porte. Lentement cette fois, délibérément. Le cliquetis de la serrure a résonné comme un coup de feu. Papa a crié quelque chose, étouffé et furieux, mais je n'ai pas compris. Les gémissements de maman se sont estompés alors que leur pas s'éloignait, le gravier crissant sous leur retraite. Je me suis de nouveau effondré sur le sol, le dos contre la porte, et j'ai laissé le silence s'installer. Le jazz jouait toujours, doux et mélancolique maintenant. L'odeur de pain d'épices était un faible réconfort. Mes yeux brûlaient, des larmes chaudes coulant sur mes joues. Pas pour eux, pas vraiment. Mais pour la fille que j'avais été. Celle qui avait attendu qu'ils viennent. Je me suis essuyé le visage, en colère contre cette faiblesse, quand la porte de derrière s'est ouverte en claquant. Daniel est entré, de la sueur sur son jean, son visage passant de la confusion à l'alarme en me voyant. Maya. Il s'est agenouillé à côté de moi, ses mains encadrant mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là, ai-je étouffé, me penchant contre lui. Maman et papa. Ils suppliaient. J'ai dit non.
Il a juré, doucement et férocement, me tirant contre sa poitrine. Son rythme cardiaque battait régulièrement sous mon oreille, me ramenant sur terre alors que les sanglots redoublaient. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-il murmuré, ses lèvres effleurant mes cheveux. « Tu es libre maintenant. » Libre. Le mot semblait fragile, glissant, mais je m'y suis accroché. J'avais fermé la porte sur eux. Sur la culpabilité. Sur des décennies à trop donner. Daniel m'a tenu jusqu'à ce que les larmes cessent, jusqu'à ce que la maison ne soit plus que nous deux à nouveau, la tempête dehors s'estompant en un bourdonnement lointain. Je me suis relevé, chancelante mais solide, et je suis retourné à la pâte. Elle était froide maintenant, trop travaillée. Mais j'en avais besoin quand même, laissant mes mains retrouver leur rythme. Ils étaient partis. Vraiment partis. Et j'étais toujours là. Debout. De l'autre côté de ce gouffre. La victoire était silencieuse, douce amère. Mais elle était mienne. 6 mois après avoir fermé la porte à maman et papa, le printemps s'est glissé dans notre petit coin du monde, doux et insistant. Les soucis dans les jardinières de la boulangerie ont de nouveau fleuri, leurs têtes dorées se balançant dans la brise, et la maison à rénover sentait la peinture fraîche au lieu de la sûre. Je me tenais dans la chambre d'enfant que nous avions aménagée dans la chambre d'amis, une main sur mon ventre gonflé, l'autre lissant le bord d'un berceau que Daniel avait construit. En chêne, robuste, poncé jusqu'à obtenir un fini soyeux. Enceinte de 7 mois, je la sentais donner des coups, un petit choc contre mes côtes qui me faisait sourire à chaque fois. Elle. Notre fille. Nous n'avions pas encore choisi de nom, mais je savais que ce ne serait ni Linda ni Sophie. C'était un nouveau départ, une page blanche. Mes mignardises bourdonnaient, les 2 emplacements étant maintenant très fréquentés. Jess gérait le pop-up avec son esprit vif et ses compétences de couteau encore plus aiguisées, tandis que Miguel avait enfin cessé de brûler les fournées, son sourire conquérant la foule du matin. J'ai réduit mes heures, leur faisant confiance pour tenir le fort, et c'était étrange, un bon étrange, de lâcher un peu prise. La boulangerie n'était plus seulement un travail, c'était un héritage, la preuve que je pouvais construire quelque chose de durable sans me briser. Ce matin-là, j'avais cuit une seule miche de pain au levain à la maison, la croûte crépitant en refroidissant sur le comptoir. Daniel a volé une tranche, souriant à travers les miettes, et a dit, toujours la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Je l'ai frappé avec une serviette en riant, et pendant un moment, la vie semblait si pleine que j'aurais pu exploser. Ils étaient restés partis, maman et papa. Plus de coups à la porte, plus de lettres, plus de « s'il te plaît » glissés sous la porte. Les nouvelles filtraient par le bouche-à-oreille familial. Claire, encore, me coinçant au marché avec ses lèvres pincées et ses yeux apitoyés. Ils s'en sortent tout juste, a-t-elle dit à voix basse, comme si c'était un secret. Ils louent une caravane près de la voie ferrée. Ton père est sobre, la plupart du temps. Linda a un travail à temps partiel au magasin à $1. Sophie est toujours dans la nature. J'ai hoché la tête, les remercié et je suis parti, un sac de pommes se balançant à mon côté. S'en sortir tout juste. Ce n'était pas de la joie que je ressentais en entendant ça, juste une douleur sourde et lointaine, comme appuyée sur un bleu presque guéri. Ils étaient en vie, ils survivaient. C'était suffisant. Je ne les connaissais plus. J'y pensais moins maintenant. Mais quand je le faisais, c'était différent. Pas la douleur brute et vive du mariage, ni la fureur brûlante de leurs supplications. C'était plus doux, plus triste. Un souvenir de ce qui aurait pu être, s'ils m'avaient jamais vu. La semaine dernière, j'avais trouvé une vieille photo dans un tiroir. Moi à 6 ans, un trou entre les dents, souriant, pris en sandwich entre eux à une foire. Le bras de papa autour de moi, le sourire de maman large et réel. Je l'avais regardé, traçant leur visage plus jeune, puis j'avais conduit jusqu'à la friperie et je l'avais laissé sur le tas de dons. Pas de mots, pas de chichi. Juste un adieu silencieux à la famille que j'aurais voulu qu'il soit. Hélène a organisé une fête de naissance cet après-midi-là, transformant leur jardin en une débauche de serpentins pastel et de rire. Tom a fait griller des hamburgers, la fumée s'enroulant dans le ciel, pendant qu'Hélène s'affairait autour d'un gâteau ma recette de tarte au citron, modifiée avec sa propre touche. Tu es la pro, mais j'ai improvisé, a-t-elle cligné de l'œil, et je l'ai serré dans mes bras, respirant son odeur de lavande. Des amis se sont pressés, Jess avec un minuscule body tatoué, Miguel jonglant avec un sac cadeau et une bière, le pasteur Jen avec une couverture qu'elle avait cousue. Daniel planait,
fier et un peu dépassé, sa main trouvant la mienne toutes les quelques minutes, comme s'il avait besoin de ce point d'ancrage. Pas de chaise vide, pas d'absence. Juste des gens qui m'avaient choisi. Qui étaient restés. Plus tard, alors que le soleil déclinait, je me suis glissé dans la cuisine d'Hélène pour une pause. Le bruit s'est estompé, me laissant avec le bourdonnement du réfrigérateur et le poids de mon ventre. Je me suis appuyé contre le comptoir, sirotant de l'eau, quand une ombre a bougé dans le couloir. Tom. Sa large silhouette remplissant l'embrasure de la porte. Il tenait une petite boîte enveloppée dans du papier brun et s'est raclé la gorge, maladroit mais chaleureux. Je voulais te donner ça plus tôt, a-t-il dit en me l'attendant. Hélène me tuerait si je faisais des histoires. J'ai déchiré le papier, curieuse, et j'ai trouvé une enseigne en bois. Lila S. Bakri, la boulangerie de Lila, gravée de sa main sur. Les lettres peintes d'un vert tendre. Lila, ai-je demandé, les sourcils levés. Il a haussé les épaules, penaud. J'ai entendu toi et Daniel lancer des noms. Je trouvais que ça sonnait bien. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Juste une idée. Ma gorge s'est serrée, des larmes me piquant les yeux. Lila. Ça sonnait bien. Lumineux, sans fardeau. Je l'ai serré plus fort que je ne le voulais, et il m'a tapoté le dos comme si j'étais fragile. Merci, Tom, ai-je réussi à dire, la voix épaisse. C'est parfait. Dehors, Daniel a croisé mon regard de l'autre côté du jardin, son sourire s'adoucissant en voyant l'enseigne. Il a articulé, Lila, et j'ai hoché la tête, testant le nom dans ma tête. Lila Pierce. Notre fille. Libre du bagage que j'avais porté. La fête s'est terminée, des étoiles piquant le ciel, et je me suis assise avec Daniel sur la balançoire du porche, l'enseigne entre nous, son bras autour de mes épaules. Ça va, a-t-il demandé, son pouce effleurant ma clavicule. Oui, ai-je dit, et je le pensais. Mieux que ça va. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, le ronflement de Daniel un rythme doux à côté de moi. Lila donnait des coups, comme si elle savait que j'écoutais. J'ai pensé à la caravane près de la voie ferrée, à la silhouette voûtée de maman derrière un comptoir de magasin à $1, aux jours sobres et aux mains tremblantes de papa. Je ne les détestais pas. Plus maintenant. Ils m'avaient perdu, avaient perdu Sophie, avaient tout perdu ce qu'ils avaient pris pour acquis. Et je ne pouvais pas porter ça pour eux. Mais je pouvais porter ça, l'amour constant de Daniel, la chaleur d'Hélène et Tom, le bourdonnement de la boulangerie, la vie qui grandissait en moi. J'avais brisé le cycle. Celui où l'amour venait avec des conditions et où la valeur se mesurait en dollars. Le lendemain matin, j'ai de nouveau cuisiné. Des brioches à la cannelle cette fois, collantes et chaudes, la maison se remplissant de leur douceur. Daniel est arrivé en titubant, les cheveux en bataille, et en a volé une avant que je ne puisse protester. Son baiser avait un goût de sucré de lui. Lila va adorer ça. A-t-il dit, et j'ai ri, imaginant ses petites mains tendant la main vers le plateau. J'ai regardé par la fenêtre, le monde se réveillant. Des oiseaux qui gazouillaient, le chien du voisin qui aboyait, les soucis qui hochaient la tête à l'aube. Ma famille était ici. Dans cette maison. Dans la vie que j'avais bâtie de toutes pièces. Maman et papa étaient une ombre, s'estompant à chaque lever de soleil. Et je les ai laissés partir. Pas avec colère, mais avec paix. J'avais été leur fille, un jour. Mais maintenant, j'étais Maya Pierce. Épouse, boulangère, bientôt mère. Et en posant une main sur mon ventre, sentant Lila bouger, je me suis juré qu'elle ne connaîtrait jamais les chaises vides ni n'aurait à mendier de l'amour. Elle m'aurait. Entière et sans fardeau. Chaque maudit jour. Et c'est l'histoire de comment j'ai trouvé ma propre famille, ma propre paix, une miche à la fois. Si le parcours de Maya a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime pour me le faire savoir. C'est comme laisser une brioche chaude sur mon comptoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire sur la libération et la construction d'un nouveau départ. Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà dû fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle? J'adorerais l'entendre. Merci de votre écoute, et à la prochaine histoire.